Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Cioran, penseur roumain apatride auquel j'ai déjà consacré un enregistrement il y a quelque temps déjà. Émile Cioran comptant parmi mes philosophes favoris, il était inconcevable que je n'y revienne pas un jour. Il sera question cette fois-ci d'examiner le versant politique de sa pensée, particulièrement présent dans son ouvrage Histoire et Utopie, qui compte parmi les principaux chefs-d'œuvre de sa carrière. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà abordé la dimension métaphysique et existentielle de sa pensée en me penchant sur de l'inconvénient d'être né, et je vous y renvoie pour plus de précision sur sa grande originalité philosophique qui prend à rebours la plupart des thèses existentialistes connues. Je rappellerai simplement avant toute chose que Cioran est un penseur que l'on peut raisonnablement qualifier de sombre ou de pessimiste, et qui brille par la beauté littéraire de son style. Ce n'est pas un tiroir à concepts, mais un penseur qui brille plus par la pertinence de ses intuitions et la profondeur de ses réflexions, s'inscrivant dans la droite lignée de génies tels que Nietzsche ou Schopenhauer. Si de l'inconvénient d'être né explore la thématique de la liberté individuelle en rapport avec ce que nous sommes condamnés à être dès la naissance, Histoire et Utopie portent davantage sur le déroulement de l'histoire et sur le rôle majeur que joue le besoin d'utopie dans son déroulement. Par ailleurs, cet écrit est important pour prendre la mesure du personnage de Cioran, du fait qu'on aime parfois rappeler qu'il a eu des tendances fascistes durant sa jeunesse. Ici, Cioran s'en explique et à travers son exemple tente de mieux cerner certains traits profonds et sombres de la nature humaine. Ainsi, la réflexion de Cioran s'articule autour du rôle que joue la violence à travers l'histoire et en quoi cette violence est liée à des utopies prenant la forme d'illusions développées par l'imagination, donnant un cours dynamique et destructeur à l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Cioran ne fait pas son mea culpa et ne se répand pas en excuses dans cet ouvrage, il va faire mieux que ça, il va tenter de comprendre de manière philosophique et anthropologique ce qui rend le besoin de radicalité nécessaire et comment on peut se retrouver à adhérer à des idées radicales allant de pair avec ce que l'on qualifie généralement d'utopie rétrospectivement. En effet, Cioran était proche durant sa jeunesse de la Garde de Fer, un parti nationaliste révolutionnaire se développant en 1927 et perdurant jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. C'était, on peut le dire, ce qui se rapprochait sans doute le plus du pur et simple nazisme en Roumanie à cette époque. Il avouera également admirer à la même période un certain maréchal Antonescu, qualifié de Pétain roumain, et s'expliquera ici, comme on va le voir, sur cette admiration passée pour des dictateurs qui n'a rien d'orthodoxe ou de tolérable du point de vue des mœurs les plus communément acceptées. Cioran tente de comprendre comment il a pu tomber si bas à l'époque, mais également si cette tendance à se tourner vers des idées extrêmes, haineuses, qui se nourrissent au contact d'un désir de destruction de l'autre, n'est pas finalement un aspect beaucoup plus profondément ancré en chaque homme que l'on voudrait bien le penser. En bref, j'aurais pu nommer cet enregistrement Sommes-nous tous des fachos en puissance, mais je ne suis pas une coquine qui fait les yeux doux à l'algorithme en principe, donc je m'abstiendrai, et puis je ne suis pas sûr de vouloir voir venir débarquer n'importe qui en commentaire. Je vais vous lire à présent le résumé que dresse Cioran de son essai, et qui contient la thèse majeure de l'ouvrage sur laquelle on va se pencher longuement. Je cite « Seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont. Mais une collectivité ne subsiste que dans la mesure où elle se crée des fictions, les entretient et s'y attache. S'emploie-t-elle à cultiver la lucidité et le sarcasme, à considérer le vrai, sans mélange, le réel à l'état pur, elle se désagrège, elle s'effondre. D'où pour elle ce besoin métaphysique de fraude, cette nécessité de concevoir, d'inventer, à l'intérieur du temps, une durée privilégiée, mensonge suprême qui prête un sens à l'histoire, laquelle, regardée objectivement, ne semble en comporter aucun.
Si l'homme antique, plus proche des origines, situait l'âge d'or dans les commencements, l'homme moderne, en revanche, allait le projeter dans l'avenir. Pour dynamique, pour positive qu'elle soit, la hantise de l'âge d'or n'en est pas moins redoutable. Elle ne déchaîne les énergies d'une collectivité que pour mieux les enchaîner. Tout essor, tout excès met la liberté en péril. Tout délire neuf s'achève en servitude. Fin de citation. Il y a déjà beaucoup de choses à dire et je reviendrai sur chaque point en citant d'autres extraits au fur et à mesure, mais ce que l'on peut déjà retenir ici, c'est que Sioran effectue une distinction entre l'homme antique et l'homme moderne dans leur rapport à ce qu'il nomme ici l'âge d'or. Évidemment, le mythe de l'âge d'or vient du poète Hésiode et il s'agit de situer un âge très lointain au sein duquel personne ne souffrait et où tout allait pour le mieux. L'homme n'étant par ailleurs pas forcé à travailler et exempté de la souffrance qui accompagne depuis son existence. L'homme antique n'attendait rien de l'avenir car le meilleur était déjà passé, l'âge d'or est révolu, derrière lui, seul l'homme moderne ne peut s'empêcher de donner un sens à l'histoire, ou pour être plus précis une direction qui l'amènera vers cet âge d'or, vers un état de pleine perfection de l'humanité, où celle-ci créera enfin les conditions concrètes et matérielles d'un paradis terrestre. L'homme moderne ne projette plus ce qu'il a de meilleur à attendre dans un passé révolu qu'il n'a pas connu, mais vers un avenir qu'il ne connaît pas encore et qu'il appelle de ses voeux. Cependant, le recours au mythe est commun à ces deux hommes, mythe d'un passé révolu et inactuel pour l'homme antique, mythe d'un avenir se jouant dès maintenant et pleinement, qui demeure actualisable pour l'homme moderne. Pourquoi parler de mythe ? Précisément parce que le propre d'une idéologie politique qui prône une disparition intégrale ou quasiment intégrale de la souffrance humaine est nécessairement du registre du mythe. Elle est le portrait type de l'utopie dont Sioran fait remonter les premières théories à Platon, auteur d'une cité idéale bien connue dans son ouvrage majeur La République. L'utopie, en politique, résulte du besoin de détourner les yeux de la réalité qui, en elle-même, n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs l'utopie qui donne de l'élan à un peuple et lui permet de croire en l'avenir, se donne des codes et des repères qui vont lui permettre d'espérer toujours mieux. L'égalité absolue et la disparition des inégalités sociales par exemple. Il y a un besoin vital chez l'homme de croire que le meilleur est toujours à venir pour ne pas sombrer. Du moins, est-ce le trait de l'homme moderne car celui-ci est arrivé à développer un grand nombre d'idées et de théories qui vont lui permettre de ne pas se désintéresser complètement de la vie politique. C'est d'ailleurs ça qui permet à un État de conserver une activité politique. Si tout le monde cessait de voter en ayant vu tour à tour chaque parti politique auquel il croyait trahir ses valeurs et ses combats initiaux, alors qu'il apparaissait comme la solution pour régler la plupart des problèmes, eh bien ce système politique serait sclérosé et menacé de ruine. Toutefois, cette aspiration à l'utopie, qui se comprend comme une fiction idéale donnant sens aux inconvénients qu'une communauté politique doit momentanément subir, en attendant la venue d'un état idéal, n'en demeure pas moins dangereuse. On est ici face à un paradoxe qui révèle la noirceur de la pensée de Sioran. Le besoin de se rattacher à des illusions politiques est une nécessité vitale liée à l'incapacité de l'homme à se contenter de la réalité présente qui revitalise toujours une communauté politique. Mais cette nécessité est également ce qui menace de détruire cette communauté politique et qui conduit les individus, adeptes d'utopie, à devenir des dangers pour leurs prochains, à succomber à la tentation des extrêmes et à la radicalité des idées. Sioran sait bien de quoi il parle puisque, comme je l'ai rappelé, il a lui-même été fasciste durant sa jeunesse. Dans la première partie de l'ouvrage, se nommant sur deux types de sociétés, où celui-ci semble écrire à un ami russe, Sioran relie le besoin d'utopie à un désir de destruction irrationnelle qui domine la vie dans ses plus bas instincts.
Rappelons que Sioran est un penseur vitaliste qui s'inscrit dans le prolongement de Schopenhauer et Nietzsche, le premier concevant les individus comme en proie à une volonté les amenant à lutter pour leur existence de façon égoïste, et le second à une volonté de puissance comme débordement d'énergie, amenant les individus à se dominer potentiellement les uns les autres. Sioran radicalise cette approche en faisant du mouvement naturel de la vie qui anime chaque individu un mouvement destructeur, se faisant toujours par opposition aux autres, à ceux que nous concevons comme des obstacles à notre propre bonheur et dont nous souhaitons plus ou moins directement la disparition. Naturellement, l'homme désire l'affaiblissement ou la disparition de ce qu'il estime être un ennemi. Les plus riches détenant le capital et les moyens de production pour les communistes, les races dites impures qui par leur vice troublent le bien commun pour les racistes, peu importe, la tendance politique tant qu'il y a un bouc émissaire ou une communauté à haïr. Ce qui compte, c'est qu'une cause précise soit identifiée concernant le malheur de l'homme, et évidemment, cette cause n'étant pas sortie de nulle part, elle sera attribuée à des personnes concrètes de manière abstraite. C'est la faute des grosses fortunes, ou bien c'est la faute des étrangers qui ne partagent pas nos valeurs, etc. Pourtant, nous ne sommes pas tous animés par un besoin de destruction et nous ne sommes pas tous haineux. Cela vient du fait que, selon Sioran, il y a toujours derrière la tolérance une violence retournée contre soi. Dans le fond, et c'est assez dérangeant, le facho ou la personne dite haineuse est en très bonne santé, prêt à venir à bout d'ennemis qu'il pense avoir identifiés, tandis que le tolérant a appris à faire taire en lui cette part de violence qui est en chacun de nous, cette manière instinctive et brute dont la vie se déploie et dont nos pulsions conditionnent nos pensées, est particulièrement forte durant la jeunesse. C'est le poids des années qui nous rend moins radical, d'après Sioran, moins prompt à adhérer à des idéologies destructrices fondées sur la haine de l'autre, car notre force vitale diminue et nous sommes moins enclins à continuer sur le chemin de la haine, plus par fatigue que par conviction profonde, cela dit. Vous me direz, oui, mais pourtant, il existe beaucoup de vieux fachos. Eh bien, c'est la preuve qu'ils sont sans doute très en forme pour leur âge, ou alors ils font de la provocation mais ne le sont pas véritablement, car pour haïr véritablement, il faut être en forme d'après Sioran. L'adhésion à des valeurs morales dites humanistes étant le résultat d'une fatigue de nos instincts, orientés naturellement en vue de la destruction de l'autre. L'extrait suivant synthétise cette idée, je cite « Celui qui, avant la trentaine, n'a pas subi la fascination de toutes les formes d'extrémisme, je ne sais pas si je dois l'admirer ou le mépriser, le considérer comme un saint ou un cadavre. Faute de ressources biologiques, ne s'est-il pas placé au-dessus ou au-dessous du temps, déficience positive ou négative, qu'importe. Sans désir ni volonté de détruire, il est suspect. Il a triomphé du démon, ou, chose plus grave, il n'en fut jamais possédé. Vivre véritablement, c'est refuser les autres. Pour les accepter, il faut savoir renoncer, se faire violence, agir contre sa propre nature, s'affaiblir. On ne conçoit la liberté que pour soi-même. On ne l'étend à ses proches qu'au prix d'efforts épuisants. D'où la précarité du libéralisme. Défi à nos instincts. Réussite brève et miraculeuse, état d'exception, à l'antipode de nos impératifs profonds. Nous y sommes naturellement impropres. Seul nous y ouvre l'usure de nos forces. Misère d'une race qui doit s'avachir d'un côté pour s'ennoblir de l'autre, et dont nul représentant, à moins d'une décrépitude précoce, ne sacrifie à des principes humains. Fonction d'une ardeur éteinte, d'un déséquilibre, non point par surcroît mais par défaut d'énergie, la tolérance ne peut séduire les jeunes. On ne se mêle pas impunément aux luttes politiques. C'est au culte dont ils furent l'objet que notre époque doit son allure sanguinaire. Les convulsions récentes émanent d'eux, de leur facilité à épouser une aberration et à la traduire en actes. Donnez-leur l'espoir ou l'occasion d'un massacre, ils vous suivront aveuglément. Au sortir de l'adolescence, on est par définition fanatique. Je l'ai été moi aussi, et jusqu'au ridicule. Vous souvient-il de ce temps où je débitais des boutades incendiaires, moins par goût du scandale
que par besoin d'échapper à une fièvre qui, sans l'exutoire de la démence verbale, n'eût pas manqué de me consumer. Fin de citation. Pour résumer, la jeunesse se retrouve généralement empêtrée dans des idéologies que l'on qualifie de radicales à cause de son débordement d'énergie qui va toujours dans le sens de la destruction de ce qu'elle identifie à des obstacles. Ce n'est que par manque de niaque, pour le dire simplement, que l'on en vient à adhérer à des idées et des principes consensuels et que l'on s'efforce de tolérer l'autre même quand, en le voyant ou l'entendant, on aurait instinctivement envie de le gifler. Le problème, c'est que toute tendance à la radicalité et au souhait de la disparition de l'autre, tout individu n'existant que pour lui et pour ceux qui l'aura identifié à ses semblables, entraîne la destruction d'un peuple, sa division, et se solde toujours par un échec qui finit par léser tout le monde. Sioran a bien entendu en tête les échecs du national-socialisme pour l'Allemagne en Europe, durant le XXe siècle, mais aussi le communisme, laissant place à une dictature féroce en Russie avec le stalinisme, par exemple. La première utopie, celle des nazis, était basée sur la pureté de la race et sur la venue d'un homme providentiel, le Führer, dont beaucoup d'Allemands pensaient qu'il apporterait enfin la fin de la souffrance du peuple allemand. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le Messie loin de là, et que ce n'est pas du tout ce qui a eu lieu. Concernant le communisme, l'idée d'égalité totale et de disparition des classes était très séduisante sur le papier, mais factuellement, le résultat fut destructeur et ne donna pas lieu à un gouvernement qui favorise la liberté et l'épanouissement des individus. Ce qui amène Sioran à distinguer deux types de sociétés précisément. Une société dite libérale, qui fait de la liberté la valeur suprême, mais qui lasse profondément ses citoyens, ne parvenant pas à apprécier durablement cette forme politique, et une société non libérale résultant d'une utopie ayant échoué, celle-ci étant malheureuse à cause du recul de sa liberté et de la déception liée à l'observation de l'échec du projet politique initial. Une société est donc malheureuse soit par excès de liberté, ou au contact de personnes différentes ayant autant le droit de s'exprimer et de faire valoir leur singularité que nous en venons à nourrir de la haine à l'égard de cette différence, se heurtant à nos propres valeurs, tout en supportant une élite politique corrompue dont on souhaiterait vivement le remplacement. Elle peut aussi l'être par déception d'un idéal politique déçu qui était formé par un peuple lorsque celui-ci voulait échapper à la mollesse et aux injustices régulières d'un gouvernement libéral qui n'inspire nullement le respect. On a donc le choix entre un gouvernement ferme mais liberticide, qui demeure le résultat d'une utopie tournant toujours mal, et un gouvernement préférable, Sioran dira moins pire, mais tout de même non inspirant et non respecté par une partie importante du peuple. Cela vient du fait que, selon Sioran, la liberté humaine est une liberté du vide, elle n'est pas une valeur que l'on peut soumettre à des conditions, elle s'ancre dans, je cite, des idéaux sans contenu, ou pour employer un mot tout aussi frelaté, des mythes sans substance. Vous êtes déçus après des promesses qui ne pouvaient être tenues, nous le sommes par manque de promesses tout court, dit Sioran à son ami lointain. Sioran ajoute plus loin, la liberté, je vous le disais, exige pour se manifester le vide. Elle l'exige et y succombe. La condition qui la détermine est celle même qui l'annule. Elle manque d'assises. Plus elle sera complète, plus elle portera à faux, car tout la menace jusqu'au principe dont elle émane. L'homme est si peu fait pour l'endurer ou la mériter, que les bénéfices même qu'il en reçoit l'écrasent, et elle finit par lui peser au point qu'aux excès qu'elle suscite, il préfère ceux de la terreur. Fin de citation. On est ici face à un nouveau paradoxe, pour le moins dérangeant. L'homme croit vouloir la liberté à tout prix, mais quand il l'obtient, celle-ci lui apparaît comme étouffante, comme un fardeau. D'où le désir, par ailleurs historiquement constaté, de vouloir être guidé par un homme providentiel qui vous dira quoi faire de votre liberté. Qu'il le veuille ou non, l'homme a tôt ou tard besoin d'une autorité souveraine, besoin de savoir quoi vouloir, car il ne peut naturellement tout tolérer
et accepter toutes les différences, comme on l'a vu, et surtout, il ne sait même plus quoi faire de sa liberté. Ce qui expliquerait par ailleurs les bouffonneries pénibles auxquelles se livrent parfois les pays libéraux surdéveloppés qui se mettent à avoir de bien étranges préoccupations. L'homme est donc tiraillé entre l'horizon, nouveau mais funeste pour sa liberté, et l'acceptation d'un État peu séduisant et sans grand panache qui tente de préserver les libertés individuelles, mais finit tôt ou tard par lasser l'homme qui a toujours besoin d'aller plus loin dans la disparition de la souffrance ou de l'injustice. On en revient au respect que porte spontanément le peuple au grand homme, celui qui se veut l'annonciateur d'un beau projet politique qui se révèle en réalité utopique, et que Sioran analyse au chapitre à l'école des tyrans. Il énonce ainsi ce qu'il nomme le paradoxe tragique de la liberté, les médiocres, qui seuls en rendent l'exercice possible, la liberté dans un système démocratique, ne sauraient en garantir la durée. Nous devons tout à leur insignifiance et nous perdons tout par elle. Ainsi sont-ils toujours au-dessous de leurs tâches. C'est cette médiocrité que je haïssais au temps où j'aimais sans réserve les tyrans, dont on ne dira jamais assez qu'ils sont au rebours de leur caricature, tout démocrate est un tyran d'opérette, un destin, trop de destin même. Et si je leur vouais un culte, c'est que, ayant l'instinct du commandement, ils ne s'abaissent pas au dialogue ni aux arguments, ils ordonnent, décrètent, sans condescendre à justifier leurs actes, d'où leur cynisme, que je mettais au-dessus de toutes les vertus, de tous les vices, marque de supériorité, voire de noblesse qui à mes yeux les isolait du reste des mortels. Ne pouvant me rendre digne d'eux par le geste, j'espérais y arriver par le mot, par la pratique du sophisme et de l'énormité, être aussi odieux avec les moyens de l'esprit qu'ils étaient, eux, avec ceux du pouvoir, dévastés par la parole, faire sauter le verbe et le monde avec lui, éclater avec l'un et l'autre, et m'effondrer enfin sous leurs débris. Fin de citation. Ici, Sioran rend compte de l'attirance pour les tyrans qui sont finalement les annonciateurs d'utopie. Un peuple a besoin de rêves et de projets grandiloquents auxquels se rattacher, et ce n'est pas un système démocratique libéral qui peut leur apporter cela, ce qui ne veut pas dire que la dictature vaut mieux sous prétexte que son dirigeant aurait plus de charisme ou de répondant qu'un misérable petit technocrate opportuniste en démocratie, mais il y a quelque part, de façon non avouée et paradoxale, chez les fascistes, dont Sioran a fait partie à un moment donné, un désamour de la liberté qui ne tient pas ses promesses quand on tente de lui donner un cadre politique. L'homme a finalement besoin de ne pas se guider lui-même, il a cette espèce de besoin de se réfugier derrière quelqu'un qui décidera pour lui avec force, qui sera finalement l'équivalent de Dieu sur Terre. Et c'est intéressant parce que, pour être honnête avec vous, je me suis souvent demandé ce qui clochait dans la tête des gens qui avaient l'air de vouer un culte à certains hommes politiques dont on pourra dire ce qu'on veut de l'état politique français, mais on n'aimerait pas les avoir, hein, je pense, hein, en principe. Et on comprend mieux quand on lit Sioran, hein, c'est vraiment... parce que finalement, chez certaines personnes, il y a cette espèce de volonté de ne pas être trop libre. Parce que finalement, il y a quelque chose chez l'homme qui exige d'être guidé. Hein. D'ailleurs, Sioran fera une sorte de généalogie de l'utopie politique en montrant qu'elle possède une source religieuse. La révolution est comparable dans le cadre de l'utopie communiste au jugement dernier et la propriété privée au péché originel. Celui qui demeure trop riche possède trop. On peut dire qu'il a trop péché et sera sanctionné par la venue providentielle du mouvement révolutionnaire divin, lui prenant la plupart de ses biens, le rendant de nouveau nu comme au premier jour, tandis que les miséreux verront leur souffrance antérieure compensée par l'instauration de la sainte égalité. On retrouve des similitudes évidentes avec les croyances religieuses et l'espérance qui lui est associée. En un sens, le communiste est un religieux qui s'ignore car il a ce besoin vital de justice idéale, étrangère à ce monde terrestre. Il en souhaite simplement la naissance sur Terre et on arrive aux impasses historiques que l'on peut constater. Toutefois, Sioran ne critique pas trop durement le communisme et en vient même à avouer qu'il regrette amèrement
qu'un tel système n'ait pas pu prendre forme dans les faits. En attendant, il faut se contenter de régimes politiques libéraux où la violence directe et brute, en réponse à l'hostilité que nous nourrissons pour l'autre, prend un cours moins destructeur par la simple insulte et les invectives, la liberté d'expression étant valorisée officiellement. Ce que dit Sioran au chapitre 17 de la rancune rejoint ce que je viens de dire, je cite « Rien ne rend plus malheureux que le devoir de résister à son fond primitif, à l'appel de ses origines. Il en résulte ces tourments de civilisés réduits au sourire, attelés à la politesse et à la duplicité, incapables d'anéantir l'adversaire autrement qu'en propos, voués à la calomnie et comme désespérés d'avoir à tuer sans agir par la seule vertu du mot, ce poignard invisible. Les voies de la cruauté sont diverses, suppléant à la jungle, la conversation permet à notre bestialité de se dépenser sans dommage immédiat pour nos semblables. Si par le caprice d'une puissance maléfique nous perdions l'usage de la parole, plus personne ne serait en sécurité. Le besoin de meurtre, inscrit dans notre sang, nous avons réussi à le faire passer dans nos pensées. Cette acrobatie seule explique la possibilité et la permanence de la société. Fin de citation. La violence verbale devient alors le seul moyen de tuer sans tuer, la seule violence civilisée acceptable dans un gouvernement basé sur la liberté individuelle. Une partie de nos instincts doit donc être mise de côté, puisque nous renonçons à laisser libre cours au penchant le plus destructeur de nous-mêmes. Et c'est justement cela que les idéologies radicales proposent de laisser de côté. Elles éveillent la combativité de l'homme nécessaire à sa survie pour mieux la maîtriser et la réduire à néant une fois l'irréparable arrivé, une fois pris au piège de la dictature. En un sens, la plus grande forme de malheur est liée à la contemplation du réel sans avoir la possibilité d'y échapper et sans projeter la moindre forme d'illusion sur celui-ci. Et justement, c'est ce que propose l'utopie. C'est le fait de pouvoir faire un pas de côté par rapport à cette réalité très pénible à contempler. Au chapitre mécanisme de l'utopie, Sioran dit ainsi « On y distingue dès l'abord le rôle fécond ou funeste, comme on voudra, que joue dans la jeunesse des événements, non pas le bonheur, mais l'idée de bonheur, idée qui explique pourquoi l'âge de fer, étant coextensif à l'histoire, chaque époque s'emploie à divaguer sur l'âge d'or. Qu'on mette un terme à ces divagations, une stagnation totale s'ensuivrait. Nous n'agissons que sous la fascination de l'impossible. Autant dire qu'une société, incapable d'enfanter une utopie et de s'y vouer, est menacée de sclérose et de ruine. La sagesse, que rien ne fascine, recommande le bonheur donné, existant. L'homme le refuse, et ce refus seul en fait un animal historique. J'entends un amateur de bonheur imaginé. Fin de citation. On peut s'arrêter ici sur l'expression d'animal historique, car elle est intéressante et même, on pourrait dire que l'histoire au sens de fiction et l'histoire au sens d'événements historiques sont mêlées par cette expression. En un sens, la violence dont l'homme se rend capable est liée à la poursuite d'un bonheur imaginé, car il n'aspire nullement à la sagesse et au contentement de ce qui lui est donné présentement. Il est un animal historique, car il est un faiseur d'histoire, qui sont le moteur de son histoire. Si l'homme était un animal sage, dont la sagesse était une tendance naturelle, il se contenterait de peu et il ne ferait jamais aucune histoire, l'utopie étant liée à son incapacité à supporter le présent qui se donne à lui. Il déborde ainsi sur une temporalité fictive, élaborée de toutes pièces par son imagination, et s'imagine qu'il s'agit d'une continuation du présent qui rompra toutefois avec celui-ci. L'utopie est donc une temporalité future dont on souhaite l'émergence mais qui n'advient jamais. L'utopie est donc un refus de la réalité dans sa dimension intrinsèquement tragique. Elle est le résultat des pauvres et des misérables qui veulent remplacer sur terre l'œuvre de Dieu et où plus personne ne souffrirait, où le mal serait enfin absent, où les volontés individuelles des individus seraient enfin régulées sans le moindre problème. Je cite
Le délire des indigents est générateur d'événements, source d'histoire, une foule de fiévreux qui veulent un autre monde, ici-bas et sur l'heure. Ce sont eux qui inspirent les utopies, c'est pour eux qu'on les écrit. Mais utopie, rappelons-le, signifie nulle part. Sioran rappelle ici très justement l'étymologie de utopie, qui signifie l'absence de lieu. Utopie venant de topos, signifiant le lieu, et donc ici l'absence de lieu. L'utopie n'a jamais lieu par définition, car ses promesses sont toujours trop élevées par rapport à ce que la réalité a à offrir. Elle est condamnée à demeurer dans l'esprit des misérables qui l'ont fantasmée, comme réponse à leur misère, et à ne jamais épouser la réalité. D'ailleurs, outre la non-réalisation de l'utopie, qui permet de la dévoiler à cet instant comme utopie, il y a un moyen assez simple de l'identifier immédiatement. On est astreint à un bonheur fait d'idylles géométriques, d'extases réglementées, de 1000 merveilles écœurantes, telles qu'en présente nécessairement le spectacle d'un monde parfait, d'un monde fabriqué, nous dit Sioran. Toute utopie présente un minimum d'artifice. Elle doit nécessairement inscrire une rupture nette avec tout ce que l'humanité a connu jusque-là, en termes d'absence, de souffrance et d'injustice notamment. Elle doit même en arriver à être écœurante par son aspect trop beau pour être vrai. Une absence d'État et une société où tout le monde serait frère, où nulle inégalité ne serait alors possible, voilà quelque chose qui fait rêver et qui donne envie de prendre les armes, de se révolter. Mais le résultat, on le sait déjà, ne peut qu'être décevant si ce n'est pire que ce qu'il y avait avant. Toute utopie repose donc sur l'absence du conflit inhérent à l'humanité, selon une vision puérile et rationaliste. Elle veut nier la nature violente et destructrice de l'homme et, paradoxalement, puise dans celle-ci pour s'accomplir en vain. On pourrait, si l'on était kantien, être tenté de dire que l'utopie est une idée régulatrice qui trace les contours de la bonne action à venir au niveau politique, mais en réalité elle serait plutôt une finalité sans fin, un but sans but qui n'est pas fait pour être atteint, alors même qu'elle se présente comme la solution aux problèmes constatés. Il s'agit donc toujours bel et bien de transposer dans l'avenir ce que l'homme a perdu dès la sortie du Jardin d'Éden, au niveau biblique, ou de l'âge d'or au niveau mythologique, mais précisément, ces deux exemples échappent à la temporalité de l'homme qui commence à partir du moment où il y a histoire. L'âge d'or d'Hésiode, celui-ci le décrivait ainsi, tel que le retranscrit Sioran dans le dernier chapitre nommé l'âge d'or. Les humains vivaient alors comme des dieux. Le cœur libre de soucis, loin du travail et de la douleur. La triste vieillesse ne venait point les visiter et, conservant toute leur vie, la rigueur de leurs pieds et de leurs mains, ils goûtaient la joie dans les festins à l'abri de tous les maux. Ils mouraient comme on s'endort, vaincus par le sommeil. Tous les biens étaient à eux. La campagne fertile leur offrait d'elle-même une abondante nourriture dont ils jouissaient à leur gré. Ce portrait de l'âge d'or rejoint celui de l'Éden biblique. L'un et l'autre sont conventionnels à souhait. L'irréalité ne saurait être dramatique. Fin de citation. L'utopie était autrefois ancrée dans un passé immémorial, et ce passé échappant à l'histoire connue et traçable de l'homme n'en est que d'autant plus mythique, qu'il est une sorte de bonheur idéal, où l'imagination aurait supprimé toutes les formes de souffrance constitutives de la vie humaine. Ce qui fait qu'elle est conventionnelle à souhait dans le sens où, dès qu'il s'agit d'utopie, on retombe toujours un minimum sur des lieux communs. C'est une absence de lieu, on l'a déjà dit, mais qui présente toujours des similitudes nécessairement d'une utopie à l'autre, puisque la violence qui est le propre de la marche de l'histoire humaine, ainsi que la souffrance liée au travail répété, y sont balayées. En un sens, l'utopie est une histoire anhistorique, une temporalité qui n'advient jamais, en ce qu'elle est toujours révolue pour l'homme antique, ou liée à une fin de l'histoire qui n'est pas faite pour advenir, l'histoire n'ayant que le sens que l'homme projette artificiellement sur elle pour la rendre plus supportable. Paradoxe des paradoxes,
L'histoire n'avance que parce qu'elle ne se suffit jamais à elle-même et n'a de dynamisme que parce que les peuples ont besoin de s'inventer des histoires qu'ils veulent voir advenir. La négation de l'histoire constitue son propre moteur. Ainsi, l'homme accède à une certaine légèreté quand il admet que ses tentations utopiques ne doivent jamais espérer être réalisées par définition. Elles ont beau apparaître comme nécessaires à la marche d'un peuple qui ne vit donc jamais sans histoire, elles n'en demeurent pas moins des poisons lorsqu'elles sont tournées vers l'extérieur et tentent de modeler une réalité qui n'est pas faite pour les recevoir, d'où leur résultat désastreux. De la même façon qu'un fantasme n'est pas fait par définition pour être vécu, une utopie, en tant que fantasme collectif, n'est pas faite pour être concrétisée. Il faut les entretenir et les chérir au fond de soi, en nous-mêmes, mais sans jamais rien espérer d'elles en termes d'extériorisation. Le seul bonheur possible vient en ce sens de notre capacité à admettre la vacuité des utopies politiques et de ne plus céder à la tentation de celle-ci. L'expérience de la déception politique apportant alors une solidité réelle à cet abandon nécessaire. D'où la conclusion de Sioran, je cite, « Inutile de remonter vers le paradis ancien ou de courir vers le futur, l'un est inaccessible, l'autre irréalisable. Ce qui importe en revanche, c'est d'intérioriser la nostalgie ou l'attente, nécessairement frustrée lorsqu'elle se tourne au dehors, et de les contraindre à déceler ou à créer en nous le bonheur que, respectivement, nous regrettons ou nous escomptons. Point de paradis sinon au plus profond de notre être. Et comme dans le mois du mois, encore faut-il y trouver, avoir fait le tour de tous les paradis, des révolus et des possibles, les avoir aimés et haïs avec la maladresse du fanatisme, scrutés et rejetés ensuite avec la compétence de la déception. Dira-t-on que nous substituons un fantôme à un autre, que les fables de l'âge d'or valent bien l'éternel présent auquel nous songeons, et que ce moi originel, fondement de nos espoirs, évoque le vide et s'y ramène en fin de compte. Soit. Mais un vide qui dispense la plénitude ne contient-il pas plus de réalité que n'en possède l'histoire dans son ensemble ? Fin de citation. Mieux vaut un vide intérieur, celui d'un moi vierge de toute représentation qui tente en vain de passer pour des réalités possibles, ramener l'utopie au statut de fiction agréable et non au statut de possible, amené à s'inscrire dans la durée et dans l'histoire, permet d'en neutraliser les effets pervers et destructeurs. Le paradis n'est pas à chercher dans le cours du déroulement historique, mais en soi-même dans la neutralisation des utopies, dans le vide intérieur qui lui seul donne lieu à un bonheur qui possédera toujours plus de réalité que le chaos incessant des violences perpétuelles ancrées autour de fictions voulant passer à tort pour des réalités. Rien ne doit nous empêcher de rêver, simplement ce rêve ne doit jamais être confondu avec la réalité, et la seule sagesse encore viable est celle qui nous invite à les dissocier afin de ne pas céder le pas à la haine et à la folie. Puisque l'histoire n'a de cesse de se nier elle-même, en voulant à tout prix se donner une fin utopique et irréelle, autant la nier pour se réfugier dans l'éternel présent du détachement qui nous conduit à ne plus projeter d'avenir étranger à ce que nous connaissons déjà. Si les peuples auront toujours des histoires, qui leur donneront une histoire en retour, la sagesse, elle, demeure intemporelle et elle exige la négation de l'histoire qui, en tant que fiction, engendre toujours de nouveaux événements historiques. Dans la plénitude du détachement et la neutralisation du poison que peuvent constituer les fictions, se situe un bonheur qui n'a rien d'historique. Si à l'impossible nul n'est tenu, alors ne le laissons plus nous tenir en laisse et laissons celui-ci derrière nous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.